à tous. On va passer les 30 prochaines minutes ensemble. Si vous n'entendez pas bien, sachez que vous pouvez vous mettre sur l'application avec vos écouteurs et nous écouter un peu mieux. On ne pourra pas faire beaucoup plus fort parce qu'on a le bang à côté et bon, voilà, ils ont la prio, c'est les règles du jeu. Pour nos 30 prochaines minutes, on va parler donc de décarbonation de la flotte de véhicules d'entreprise. On va parler de véhicules utilitaires, on va parler de véhicules lourds, un petit peu de véhicules personnels style commerciaux, mais on va parler de toute taille de véhicules. Pour ce faire, j'ai avec moi Philippe Crassou de l'entreprise Cepur, Vincent Schachter de Pélican Mobility et Julie Lamy de la CCI. Je vais laisser se présenter rapidement avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Moi, me concernant, je suis Marine Barré, je suis responsable des équipes conseil et climat pour l'Île-de-France chez BPI France. Philippe. Bonjour, donc Philippe Crassous, je suis directeur matériel et achat de la société Cepur. Cepur, c'est un acteur de la collecte de déchets ménagers. Donc, nous intervenons aujourd'hui sur 32 départements en France et mettons en service chaque jour 2700 véhicules. Donc, comme on l'a dit, majoritairement de la benne ordure ménagère, donc des 26 tonnes, qu'il a fallu effectivement engager dans une démarche de décarbonation depuis plusieurs années. On va revenir dessus. Bonjour, Vincent Schachter, cofondateur de Pélican Mobility. Alors, Pélican Mobility, nous sommes un smart leaser. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Nous faisons de la location longue durée de véhicules utilitaires électriques. Nous sommes des spécialistes de l'utilitaire. Et ce que nous faisons, c'est nous aidons les grosses flottes d'utilitaires à se décarboner pour moins cher, plus efficacement, sans perturber les opérations, avec des solutions de financement qui sont nativement adaptées pour l'électrique, qui sont différentes des solutions de financement classiques, et avec de la tech, donc du logiciel, qui permet d'adapter le parc de véhicules, aux opérations de la flotte en continu pendant des années, pour qu'on ait les bons véhicules sur les bons usages et qu'ils soient maximalement productifs. Bonjour à tous, Julie Lamy, je suis responsable régionale du pôle financement à la CCI Paris-Île-de-France. Au-delà de cette mission financement, on intervient aussi sur tout ce qui est développement durable, transition énergique et durabilité. Et on accompagne en fait les entreprises sur divers diagnostics et en l'occurrence un diagnostic mobilité que j'évoquerai rapidement à la fin. Peut-être, Vincent, vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'on entend par décarboner, qu'est-ce que ça veut dire chez vous quel est le conseil que vous donnez aux entreprises quand elles s'intéressent au sujet de décarboner? Ça veut dire quoi? Alors, décarboner, c'est tout simple. C'est réduire les émissions de CO2, en l'occurrence de la flotte. Alors, pourquoi c'est un sujet, cette histoire-là? Parce que c'est un sujet qui est médiatique en général. L'électrification des véhicules, on en parle beaucoup, on raconte beaucoup de choses dessus. L'automobile aussi. Ouais. Et donc, les véhicules utilitaires, les véhicules de service, c'est une catégorie qui est un peu différente des véhicules passagers ou des véhicules de fonction. Ce sont des véhicules outils qui servent à faire un job au sein de l'entreprise. C'est, si vous voulez, c'est le système circulatoire de l'économie. C'est les fourgons, les fourgonnettes qui vont livrer des choses, installer des équipements, transporter des malades, entretenir des infrastructures critiques. Et ça, pour vous donner une petite idée du volume dont on parle, chaque année, c'est à peu près en Europe 100 milliards d'investissements dans des nouveaux véhicules de flotte. C'est le budget du Portugal, quoi. Est-ce que c'est vert, ce truc-là? Alors, pas du tout. Pas du tout. Beaucoup moins que les véhicules passagers. On a de quoi progresser, du coup? On a largement de quoi progresser. C'est quelques pourcents en stock de vert. Donc, on est bien en dessous. Alors, pourquoi? Il y a deux raisons pour lesquelles... Et c'est pas comme si on ne connaissait pas la solution. La solution est simple. Il n'y a pas d'inconnu là-dedans. On sait que ça s'électrifie et que si vous électrifiez, vous diminuerez les émissions de CO2. Et bon, il y a parfois des polémiques là-dessus, mais en gros, ce problème d'un point de vue technologique est arbitré. Par contre, les entreprises n'y vont pas tellement. Et la raison, pourquoi? Deux raisons. Un, ça coûte trop cher. En réalité, ça leur coûte trop cher. Et deuxièmement, ça ne s'intègre pas très bien dans leurs opérations. Elles ont des opérations, les entreprises. Oui. Et donc, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher à l'achat? Ça coûte trop cher en coût total? Comment ça coûte trop cher? Excellente question. Donc, en général, les entreprises, pas toutes, mais beaucoup, la majorité en France, louent leurs véhicules utilitaires. Elles ne les achètent pas. Donc, ça leur coûte trop cher à la location. Alors, pourquoi ça leur coûte trop cher à la location? Parce que d'abord, oui, les véhicules électriques utilitaires sont un peu plus chers à l'achat que les véhicules thermiques, enfin, les véhicules diesel. Mais en revanche,
Si on sait construire un contrat de location qui est adapté à l'électrique, ça ne vous coûtera pas plus cher à l'usage et donc à la location. Et c'est là que le bas blesse. Pour l'instant, les contrats de location existants, classiques, des grands loueurs pour les utilitaires sont juste des copier-coller des contrats classiques pour des véhicules passagers et pour des véhicules thermiques. Et c'est dommage, parce qu'on peut faire beaucoup mieux. Et pourquoi finalement les contrats, ils ne les adaptent pas? Pourquoi c'est le contrat calqué? Par facilité, j'imagine. Alors, il faut leur demander. Pourquoi? Vous savez, ce sont des produits financiers standards, il y a tout un écosystème derrière. C'est quoi un contrat classique de location? C'est quelque chose qui dure à peu près 4 ans, 3 à 5 ans, et qui permet de faire cycler un certain volume de véhicules dans l'économie. Et les économies d'un contrat de location classique reposent sur le loyer, mais surtout sur la valeur de revente. C'est-à-dire qu'au moment où le contrat arrive à son terme, donc vous êtes un utilisateur, vous êtes une entreprise, vous louez des véhicules utilitaires, vous amortissez 60-70% de la valeur de votre véhicule sur 4 ans. Ensuite, vous payez des frais de remise en état pour que le véhicule ait une bonne tête. Ouais. Et ensuite, votre loueur reloue le véhicule ou le revend d'occasion. Donc en fait, vous avez payé 60 à 70%, un peu plus, 80% de la valeur du véhicule pour 4 ans d'usage. Bon, c'est quoi la différence entre un véhicule utilitaire électrique et pas électrique? L'électrique dure plus longtemps, c'est une machine beaucoup plus simple, elle dure plus longtemps, et les batteries aussi. Il y a moins d'entretien. Et il y a moins d'entretien, et ça coûte moins cher à l'usage. Plus vous le faites rouler, moins ça vous coûte cher en coût total. Et donc, vous voyez bien que utiliser les véhicules électriques sur 4 ans et faire payer la grande majorité de la valeur sur 4 ans au premier utilisateur, on ne tire absolument pas parti de ce qui fait l'avantage des véhicules électriques par rapport aux véhicules thermiques. C'est dommage. Alors on sait que les véhicules d'entreprise drivent en fait le marché aussi des particuliers, parce que les particuliers vont acheter des véhicules qui étaient avant utilisés par les entreprises. Donc finalement, il y a un enjeu de mettre des véhicules sur le marché sous l'impulsion des entreprises. C'est la logique de la loi qu'on a en France là-dessus. Néanmoins, quand on est sur un véhicule électrique, on a quand même un sujet qui s'appelle la batterie. On a du mal à estimer la durée de vie des batteries. On ne sait pas bien comment elles vieillissent. Ça dépend des marques, ça dépend de l'utilisation. Et finalement, comment faire face à ce sujet? Parce que le leaser n'a pas 50 options. Et l'alternative, quelle serait-elle pour l'entreprise? Alors, d'abord, je vous dirais qu'il y a 2 questions. Il y a une question technologique de ce qui se passe vraiment avec les batteries. Et ensuite, il y a une question de qui porte le risque. Qui garantit que la batterie fera le job qu'elle doit faire? Et donc, par exemple, nous, quand on fait des contrats, on fait des contrats de 8 à 10 ans. Donc, des contrats beaucoup plus longs de leasing pour aligner sur ce qu'on pense être la vraie vie utile d'un véhicule électrique au sein d'une flotte. Et donc, ces contrats portent le risque batterie. Ce n'est pas le problème du locataire, c'est le nôtre. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je peux vous répondre sur la technologie. C'est légitime cette inquiétude et il y a eu des problèmes avec des batteries rappelées, il y a des choses comme ça. Vous avez une série d'études récentes faites par des acteurs académiques, pas académiques, neutres, pas neutres, qui vont tous dans le même sens. Ça se passe beaucoup, beaucoup mieux avec les véhicules de 2022, 2023, 2024 qu'avec les véhicules de 2017 ou 2016. Donc, énorme progrès sur les batteries. Et donc, juste pour vous donner un ordre de grandeur, les gens qui avaient peur que les batteries flanchent, c'est-à-dire descendent en dessous d'un seuil de santé bien avant la fin de la vie utile classique d'un véhicule, juste, cette crainte ne s'est pas matérialisée. En réalité, les batteries des véhicules électriques, si vous regardez, il y a une étude récente qui montre qu'au bout de 8 ans, 10 ans, vous êtes plutôt en moyenne entre 90-95% de state of health et pas du tout à l'endroit qui constitue la limite des garanties constructeurs qui est à 70. Oui. Okay. Donc plutôt une bonne nouvelle, là, vous nous partagez finalement. Ouais, et c'est une nouvelle, mais derrière cette nouvelle, en réalité, il y a des années de travail à la fois des fabricants de batteries et des constructeurs automobiles. Bien sûr. Et alors Philippe, de votre côté, vous êtes acteur du déchet, vous avez une flotte de véhicules diversifiés. Vous avez lancé un travail de décarbonation de votre flotte il y a longtemps. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment ça a commencé? Le travail de décarbonation de la flotte de Sepur, il a commencé en 2014. 2014, on part d'un constat qui est de se dire on ne peut pas se positionner comme acteur de l'environnement et brûler 8 millions de litres de pétrole.
C'était ce qu'on faisait en 2014. Oui, vous aviez un scope 1 qui était assez important. Ça ne va pas du tout ensemble. Donc on s'est dit, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Dans notre démarche de vouloir emmener l'ensemble des acteurs, donc que ce soit nos clients, les collectivités locales, pour adopter les solutions qu'on allait proposer. Emmener nos collaborateurs, puisqu'on parle de flotte d'entreprise, mais il faut emmener les collaborateurs. Donc on est parti sur un message qui était relativement clair et qui était compréhensible par tout le monde, parce que quand on dit 2 tonnes de carbone par personne, ça ne veut pas dire grand-chose pour le commun des mortels. Donc on est parti sur, fixons-nous un objectif, sortir du pétrole. Voilà. Donc on s'est dit, en 2025, on veut faire tourner notre flotte, c'était 2000 véhicules à ce moment-là, sans une goutte de pétrole. On n'est pas tout à fait à l'objectif. On pourra parler, les 10 derniers pourcents, ils sont assez compliqués à aller chercher. Aujourd'hui, on est monté jusqu'à 85% de nos 2500 véhicules qui tournent sans pétrole. Donc ça veut dire aller chercher des solutions de substitution. Alors, Vincent a parlé de l'électrique, c'est pas la seule. Hein. On est parti en 2014 sur véhicules électriques pour nos collaborateurs qui roulaient dans une Clio ou un véhicule de ce style-là. C'était un peu des aventuriers parce que la Zoé en 2014, fallait y croire. Ouais. Les stations de recharge, c'était pas pareil. Les stations de recharge, on peut en parler. En 2014, si vous ne développiez pas votre propre écosystème d'infrastructure, vous n'alliez pas plus loin que le bout du portail. Donc effectivement, cette démarche, elle s'inscrit dans le long terme et c'est un des facteurs clés de succès. C'est regarder à horizon 10 ans quand on veut décarboner sa flotte. Parce que effectivement, là, si on raisonne juste à 1 an, 2 ans, la fiscalité, elle peut intervenir en élément super favorable une année, comme super défavorable l'année suivante. Et là, vous dites, je suis parti dans un projet à installer des bornes, je viens à peine d'obtenir le courant Enedis, il faut déjà que je démonte tout, plus que la fiscalité dans l'autre sens. Ouais, le ROI, ça ne va pas être très facile à calculer. Donc nous, en 2014, on se dit, sortons du pétrole. Donc il faut tout transiter. Donc après, ça veut dire sur l'ensemble de notre gamme de véhicules, que ce soit du poids lourd, le 26 tonnes benne à ordures, ou le véhicule de service, ou la voiture du président, tous les segments, chercher la meilleure solution technique et opérationnelle. Donc sur le véhicule léger, ça a été le véhicule électrique assez facilement. Sur le poids lourd, en fonction des usages aussi, parce qu'il fallait répondre à chacune de nos usages. On est présent sur une grosse partie du territoire. Donc ça a été du biocarburant, du biodiesel. On parle de décarboner, mais c'est aussi une source de décarbonation. Là, on va raisonner plus du champ à la roue. On raisonne souvent du puits à la roue, mais là, donc, on utilise le champ de colza comme une source de carbone. Donc on est parti sur des solutions de biocarburant pour les collectes en zone rurale. On est parti sur du biogaz, donc du bio-GNV. Il y a quelques années et encore récemment, dès qu'on se promène en ville, les bus, les bennes à ordures ménagères roulent tous au GNV. Et puis très rapidement, sur de l'électrique, la collecte en électrique pour Sépur, c'est 2022. On n'est pas très loin, c'est le 13e arrondissement de Paris où on s'est dit on va faire une collecte 100% électrique. Donc en 2022, les poids lourds qui existaient à ce moment-là, on rejoint un peu le débat sur la batterie. C'était un peu aventurier. On est parti là-dessus. Et pour être sûr d'y aller et de ne pas s'arrêter au milieu du gué, on n'a pas prévu de plan B. Donc vous avez communiqué un peu auprès de vos clients, peut-être dessus, pour bien vous mettre la pression, non ? Donc ça fait partie de la réponse à l'appel d'offres, donc ça devient un engagement contractuel de Sépur vis-à-vis du client. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus de plan B, quoi. Non, on l'a vendu au client, on l'a vendu avec un délai, puisque contractuellement on a un délai de mise en œuvre. On a appris pas mal de choses sur... Il n'y a pas que la volonté de Sépur, il y a aussi les acteurs externes. Hein. Donc on se retrouve avec des branchements de chantier comme il peut y avoir dans une construction TP, avec des poteaux et des câbles pour alimenter le courant jusque nos bases. Aujourd'hui, on progresse là-dessus. Mais effectivement, on s'est inscrit dans une dynamique long terme qui était de dire 2025, on ne veut plus une goutte de pétrole. Parce que c'était un message qui était fort, compris par l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble des clients, et ce qui a permis d'emmener nos partenaires fournisseurs, parce que aussi, quand on va voir des constructeurs de poids lourds et on leur dit il faut que tu crois en moi, il faut que quand c'est 2022, la crise des délais sur la livraison de poids lourds, passe-moi sur le dessus de la pile parce que j'ai besoin de mes 20 camions électriques. C'est toute cette démarche-là qu'il a fallu faire, et vraiment la durée dans le projet est importante. Et alors un point important, c'est la conduite du changement auprès des collaborateurs
ou des entreprises, essayer de convaincre que oui, il faut y aller, accompagner le changement. Comment vous l'avez fait chez Sepur, chez une population très variée, on a pu le voir, du dirigeant aux équipes peut-être de commerciaux, en passant par les conducteurs de Ben. Alors, je vais dire, on a un peu une chance, ça fait partie de nos gènes d'avoir envie de progresser. Mais quand on voit l'adhésion des collaborateurs sur le poids lourd électrique, elle a été immédiate. C'était très flatteur de dire je te donne un camion, il vaut le double du prix d'un camion thermique. Prends-en soin, s'il te plaît. Prends-en soin, c'est le prix d'un petit appartement. Donc tout de suite, ça donne une des idées qu'on est en train d'avoir récemment pour continuer cette adhésion, c'est de changer leur porte-clés et de leur donner un petit porte-clés avec une voiture différente. Je te confie une voiture gazole, c'est un porte-clés qui représente une petite Clio. Je te donne un porte-clés d'un poids lourd électrique, je te donne un porte-clés où c'est une petite Lamborghini, une voiture de sport. Tout de suite, il va se dire tiens, si je casse le camion, c'est un truc comme ça que je casse. Donc c'est du petit truc. Mais les chauffeurs de poids lourds se sont sentis finalement très impliqués et ont adhéré tout de suite. Valoriser peut-être d'avoir le droit de... Paradoxalement, c'est sur la population de cadres que ça a été le plus compliqué, quoi. Donc, les chefs d'équipe, ils sont partis, comme je disais il y a 2 secondes, ils étaient aventuriers en 2014 pour partir avec une Zoé. Ils ont changé leur mode de boulot. Au lieu de partir en tournée, ils bossaient en étoile autour du dépôt très rapidement. Nos cadres, on est parti dans une démarche progressive. On a d'abord roulé en hybride, puis après en hybride rechargeable. Et puis, il y a 3 ans, on leur a dit c'est fini. Maintenant, il va falloir vous mettre à l'électrique comme tout le monde, quoi. Donc voilà. Donc maintenant, et surtout avec une dynamique où tout le monde s'y est mis, quoi. Le président, le codir. L'exemplarité par le haut aussi. Voilà, tout à fait. Donc à aujourd'hui, véhicule léger, il n'y en a plus un seul qui ne soit pas électrique chez nous. Le segment le plus difficile, paradoxalement, c'est celui de Vincent, c'est celui de la gamme intermédiaire, où il y a moins de solutions techniques par rapport à nos usages. Voilà. Okay. Oui, Vincent, même question, mais de votre point de vue, c'est comment on accompagne le changement, parce qu'il doit y en avoir des réticences. Bien sûr. Donc effectivement, oui, c'est le segment le plus difficile, en tout cas perçu comme le plus difficile, ce qui est bien parce que ça veut dire qu'il y a des choses à faire. 2 choses pour accompagner le changement: objectiver. Et donc ça, on le fait grâce à la tech. Je vous expliquer tout de suite dans un instant pourquoi. Et la deuxième chose, casser les silos. Donc casser les silos, pourquoi ? En fait, la manière dont une flotte est gérée au sein d'une grosse entreprise, c'est que d'un côté, vous avez les gens qui achètent, qui font les contrats, qui gèrent le parc. Et de l'autre côté, les gens qui opèrent les véhicules dans les directions opérationnelles, qui décident des tournées, des assignations, etc. En gros, ces 2 parties ne se parlent pas. Et donc, on ne sait pas ce que font les véhicules du côté gauche, et du côté droit, on ne sait pas combien ils coûtent. Je schématise un petit peu, mais en gros, c'est ça. Donc, ou alors, dans les plus petites entreprises, on n'a peut-être pas envie de changer ses habitudes. Mais là, je vous parle de sociétés du CAC 40. Oui, oui. Donc les petites entreprises, paradoxalement, c'est peut-être qu'on n'a pas envie de changer ses habitudes, mais c'est probablement plus simple de casser les silos. Mais là, structurellement, c'est comme ça partout. Vous avez la gestion de flotte d'un côté et vous avez les opérations de l'autre. Notre outil prend des données des 2 côtés, du côté des parcs, des flottes, les caractéristiques des véhicules et les aspects de coût, les aspects contractuels, et aussi ce que font les véhicules. Ça peut paraître complètement évident de dire ce truc-là, mais moi, ça m'a étonné quand je suis rentré, c'est ma 2e startup, quand je suis rentré dans ce domaine et que j'ai découvert que les gens qui achetaient les véhicules ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ou pas vraiment, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire avec la data. Voilà. Sachant qu'on sait que la techno doit répondre à un usage. Si on ne connaît pas l'usage, on a du mal à choisir la techno. En tout cas, on a du mal à répondre. Et du coup, je passe de l'autre côté, l'objectivation. Sur l'électrique, je ne vais pas vous surprendre en disant qu'il y a des fake news. Les gens ont parlé à leurs cousins qui leur a expliqué que les véhicules électriques, ça ne marche pas. Ils vont voir leur chef en disant « Moi, pas question que je prenne une bagnole électrique. De toute façon, l'autonomie n'est pas au rendez-vous. » Parler des problèmes technologiques sur les modèles. L'idée qu'ont les gens, c'est que les modèles utilitaires n'ont pas assez d'autonomie pour faire ce qu'ils doivent faire. Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ? Ça dépend de ce qu'ils doivent faire. Voilà. Alors, on peut faire quoi avec un véhicule électrique utilitaire ? Plein de choses. En gros, à peu près toutes les flottes, vous arrivez, il y a toujours un gars quelque part qui a levé le doigt et qui a dit au chef dans la direction machin « Non, mais moi, c'est pas possible parce que je roule 400 km par jour. » Il dit « Très bien, d'accord. » Vous en connaissez des comme ça, vous ? Ouais, en général, on en a toujours un dans son entreprise. Voilà. Donc, là-dessus, vous dites « Ah bah super, il roule 400 km par jour. » Mais au fait, c'était combien de jours dans l'année ? 2. Ah d'accord, et c'était pour faire quoi ? Là non, mais parce que c'était en août, tu comprends, et donc en fait j'avais besoin de prendre mon véhicule. Ok, très bien. Et en moyenne, tu roules combien ?
Bah, je sais pas. Ok, on va regarder avec la data là. Ah bah en moyenne, c'est 83 km par jour sur l'année. Ça se fait, ça, non, véhicule utilitaire électrique? Ouais, voilà. Donc je caricature un petit peu, mais vous voyez où je veux en venir. Donc quand vous arrivez, les gens, et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça a une conséquence très claire sur la manière dont le truc est appréhendé par les entreprises. Pour ne pas avoir de problème, les entreprises, donc les gestionnaires de flotte et les directeurs opérationnels se disent, si je veux pas de problème, je vais électrifier les véhicules qui roulent très peu. Comme ça, j'aurai aucun problème. Je prends la moyenne. Bim! Erreur. Ça va vous coûter très cher. Non seulement vous payez votre véhicule électrique plus cher à l'achat, Et l'usage? vous le laissez au garage, et c'est dommage parce que ce truc était compétitif quand il roulait plus. Donc en fait, vous faites le contraire de ce qu'il faut faire économiquement. Donc le jeu là-dedans, c'est, vous allez voir les gens qui pensent qu'on peut électrifier 5% de leur flotte, c'est-à-dire les véhicules qui roulent en dessous de 15 000, et vous leur dites, on va faire une étude un peu plus précise sur la base de tes données. Tu sais quoi, aujourd'hui, sur la base de ce que fait ta flotte, on peut électrifier 20, 30, 40% à ISO-coût et sans perturber tes opérations. Et si tu veux commencer à changer tes opérations, tu électrifies beaucoup plus. Voilà, c'est comme ça qu'on casse les silos sur la base d'analyse objective. Et ensuite, on montre à chaque collaborateur ce qu'aurait été ses tournées et toute son année s'il avait eu un véhicule électrique à la place d'un véhicule diesel. Oui, donc là, on accompagne vraiment, on arrive à se projeter, et donc du coup, capacité embarquée plus forte. L'avantage que vous aviez, vous, chez Sepur, c'est que les tournées, vous les connaissez. C'est peut-être plus facile de ce point de vue-là? Effectivement, on sait à quel usage sont destinés nos véhicules. Donc, le véhicule, très rapidement, n'a plus été une problématique. On s'est rendu compte que le poids lourd électrique était compatible par rapport à la tournée, le poids lourd au gaz répondait à d'autres usages, etc. Donc, la problématique, ça a été après de réfléchir écosystème. Donc, une fois qu'on a réfléchi collaborateur, qu'on a réfléchi véhicule, il fallait réfléchir infrastructure, que ça soit quand on est passé au biogaz, quand on est passé au biocarburant, il n'y en a pas partout dans les stations-service, donc il a fallu avoir notre propre réseau. Quand on est passé au bio-GNV, pareil, il fallait avoir nos propres stations de distribution de GNV. Et sur les bornes de recharge électrique, on parlait 2014 les OE, mais aussi sur les poids lourds, maintenant on construit des stations-service pour des poids lourds, donc il a fallu développer notre propre réseau. Des bornes de recharge pour poids lourds, il n'en existe encore quasiment pas. Et le peu qui existe, elles sont sur des aires d'autoroute, elles sont destinées aux futurs camions qui feront des lignes. Donc il a fallu réfléchir écosystème, développer notre propre écosystème, les bornes de recharge, les stations de GNV, les stations-service biocarburants. Et maintenant, dans la démarche de Sepur de décarboner notre flotte, c'est plus d'aller chercher les 10 derniers pourcents de véhicules qui ne sont pas encore décarbonés. Ils vont se renouveler naturellement. La durée de vie d'une benne à ordures, c'est 10-12 ans. Donc, comme on a lancé 2014, on est dedans, ils arrivent, on va les renouveler. Donc maintenant, l'étape suivante, c'est, on avait dit 2025, plus une goutte de gazole. On s'est fixé 2030, 100% d'énergie renouvelable. Donc, le sujet maintenant, c'est la maîtrise de l'énergie. Donc, le sujet suivant, c'est si je roule à l'électrique, pourquoi je ne produirais pas mon électrique? Donc, j'ai des parkings. Un parking, je vais rendre cette surface utile, je vais mettre des ombrières. Et puis il y a la loi qui nous drive là aussi un petit peu. Sur une certaine surface, on commence à être incentivé. Voilà, alors on est encore à travers les mailles de la maille tertiaire, puisqu'on n'est pas de la grande distribution ou d'un truc comme on est juste du parking. Mais donc ça va arriver un jour, hein, donc on anticipe. Et puis l'étape suivante, c'est aussi piloter mes consommations. Donc dès qu'on raisonne électrique, c'est via l'électronique, de faire en sorte que je charge en heure creuse et pas en heure pleine, etc., pour aussi baisser mon TCO. C'est difficile d'avoir un branchement Enedis, donc c'est se débrouiller pour avoir le bon branchement, parce que historiquement, on empilait, on disait j'ai 10 véhicules, j'ai besoin de 10 bornes de 22 kg, j'ai besoin d'un branchement de telle taille. On s'aperçoit que ça fait beaucoup de bornes. Voilà, je peux faire des choses différentes. Donc l'avancement maintenant aujourd'hui n'est plus autour du véhicule, et plus autour du collaborateur, il est l'écosystème, il est piloter la source d'énergie. Ça marche. Je vois le timing qui tourne. Ce que je propose, c'est que Julie, tu nous présentes un peu le diag mobilité que vous avez à la CCI. Pendant ce temps, messieurs, vous réfléchissez à une phrase, un conseil à donner aux entreprises qui veulent décarboner leur flotte de véhicules, et après on laissera la place aux questions. Oui, merci Marine. Comme je vous l'ai dit en début d'intervention, en fait, effectivement, la CCI par Île-de-France, elle est fortement mobilisée sur tous les sujets de décarbonation,
durabilité. Il y a notamment différents diagnostics qui permettent aux entreprises de se positionner sur divers sujets, et notamment un diagnostic mobilité qui est fait avec la région Île-de-France. Donc c'est un diagnostic qui se fait sur 3 jours, et vraiment les enjeux, c'est de favoriser les différents types de déplacements, ce genre de choses, à la fois dans le cadre avec les salariés. Donc ça permet des échanges et de faire un peu un audit finalement de ce qui est fait chez vous et de ce qui est possible de faire en donnant des préconisations. En parallèle de ça, on a aussi tout le volet financement où on peut vous aider derrière à financer ces différentes actions et ces différentes préconisations. Et donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des besoins. Merci. Messieurs, le conseil de la fin avant les questions. Je voudrais bien paraphraser, mais je serais tenté de dire n'ayez pas peur. Voilà. Non, c'est allez-y franchement. La démarche d'aujourd'hui, on prend du retard si on n'y va pas. Donc, Vincent. Vous n'avez pas besoin de choisir entre décarboner et l'économie, la performance. En fait, vous pouvez avoir les trois en même temps. Ça, c'est plutôt engageant comme conseil. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Alors moi, ce serait une question pour Sepur. Justement, vous disiez que vous aviez travaillé sur les biocarburants. Avez-vous eu des soucis au début sur les biocarburants, sur des problématiques de maintenance plus importantes des véhicules ou pas? C'est souvent ce qu'on entend parler. Voilà. on avait entendu la même chose sur la maintenance, sur la consommation. Face à ça, le meilleur moyen pour ne pas tomber dans la fake news, nous avons lancé un test pendant un an. Pendant un an, on a fait tourner un parc d'une vingtaine de bennes à ordures ménagères en suivant précisément la consommation, la maintenance. On n'a rien vu de significatif sur la maintenance. Et en consommation adaptée à notre usage, on a même eu une très légère sous-consommation. Très légère qui fait qu'on est dans la marge d'erreur. Donc on a considéré qu'il n'y avait pas d'écart particulier, quoi. Donc, on n'est pas sur du HVO, on est sur du B100, issu de colza. Je crois qu'il y a une autre question. Oui, bonjour, j'ai une question pour Vincent, enfin pour vous deux. En fait, on a parlé du coût de la recharge sur site, mais si on parle du coût de la recharge en itinérance, c'est un vrai sujet pour les flottes. Comment est-ce que vous les aidez à piloter ces coûts-là, ou à savoir a priori combien ça va leur coûter, parce que ça peut être très cher si on pilote mal. Donc, vous avez raison, le coût de la recharge est important. Ce n'est pas le plus important, ça c'est le coût du véhicule, mais le coût de la recharge est important. Donc en fait, on modélise aussi finement que ce qu'on peut faire avec la flotte respective. Et donc, en particulier, l'arbitrage, c'est quoi? C'est entre recharge en itinérance, recharge sur site privé et recharge chez le collaborateur. La plupart des entreprises ont des préférences a priori et parfois des politiques. Certaines soutiennent la recharge chez le collaborateur, d'autres disent il n'en est pas question, c'est pas notre problème. Certaines on décide, d'autres non pas. Et donc en fait, on a une technologie de jumeau numérique derrière notre plateforme logicielle. Et là-dedans, on modélise finement les endroits où les véhicules peuvent se recharger jusqu'à l'impact sur les tournées. Il y a deux choses qui sont liées à la recharge. Il y a le coût et il y a combien de temps ça vous fait perdre et donc l'éventuel manque à gagner parce que vos véhicules utilitaires produisent quelque chose. Donc tout ça, ça se modélise. Voilà. Ensuite, prédire par contre, ce que je ne sais pas faire, c'est prédire combien Total Energy, Electra ou Ionity vont vous faire payer d'ici 3 ans. Ce que je peux faire, c'est prendre les coûts actuels, prendre la localisation des bornes en itinérance parce que les données sont publiques, c'est JREV, et utiliser ça pour modéliser la meilleure manière de faire. Vous seriez surpris du résultat. Parfois, il y a des entreprises qui disent « Non, mais nous, on ne peut vraiment pas électrifier parce qu'on n'a pas d'endroit où mettre des bornes. » On dit « Ok, on va prendre le cas le pire. Le pire du pire, c'est tout est fait en itinérance, mais malin. Par exemple, la nuit, à côté du domicile des collaborateurs, vous utilisez des bornes pas chères, je ne vais pas donner la marque, mais vous pouvez les trouver, et le véhicule passe la nuit. Dans certains cas, ça passe. Voilà. Donc avec ça, ça se modélise. Oui, c'est très cher, c'est pas toujours rédhibitoire, ça dépend des parcours. Pour répondre, nous, toutes nos recharges sont quasiment en captif au dépôt, mais effectivement, ce que je disais, l'enjeu à aujourd'hui et de piloter la recharge entre heures creuses, heures pleines, le juste nécessaire. Donc ça, dès qu'on est sur une flotte avec un certain nombre de véhicules, c'est piloter ces bornes, c'est du logiciel de supervision, quoi. Donc effectivement, sinon vous allez charger en heures pleines. Dès que le collaborateur rentre au dépôt, il met à charger, alors que vous pourriez décaler la recharge, quoi. Est-ce qu'on a droit à une dernière question? Moi j'ai le micro, on me l'avait passé.
Bon, la première question a été posée, donc je cherchais 2 miracles. Le premier miracle, c'était le cas d'itinérance dont les recherches et les collaborateurs, c'est quand même un casse-tête. Nous, on a 50% de notre flotte qui est partie à l'électrique et donc on y arrive, donc on a ce sujet-là. Et le deuxième miracle, c'est quel est le discours qu'on pourrait donner en alliant donc la liberté, c'est-à-dire en gros ne pas avoir de tracker sur les voitures. Donc dans notre entreprise, pour l'instant, on est anti-tracker parce que voilà, on considère que c'est anti-libéral d'avoir un tracker. Et à contrario, comment on peut analyser les données quand on n'a pas de tracker ou autre, et s'il existe un produit miracle comme ça. En une phrase, je vais me faire gronder sinon. Bon alors, on n'est pas Merlin l'Enchanteur, mais ces miracles-là, on peut les faire. Là, je vous dirais simplement que la moitié, voire la moitié de nos clients n'ont pas de données de géolocalisation, et on arrive quand même à interpréter le reste des données pour résoudre les problèmes dont je parlais avant. Donc parlons-en si vous voulez. Merci beaucoup. Vous pouvez venir nous voir s'il y a des questions pour certains. Je suis désolée, on va devoir clôturer parce que le timing est serré. Il y a d'autres demandes. Vous avez nos noms normalement, donc ça peut aussi se poursuivre sur LinkedIn si vous n'arrivez pas à attraper tous ceux que vous voulez tout de suite. Merci beaucoup et bonne journée.